Bonjour, voici le chapitre 4 d'Histoire, Renaissance, humanisme et réformes religieuses au XVe et XVIe siècle en Europe. En introduction, présentons tout d'abord le chapitre. Entre le milieu du XVe siècle et le milieu du XVIe siècle, l'Europe connaît une période d'effervescence culturelle et artistique. Durant cette période, les intellectuels cherchent à établir un nouveau lien avec l'Antiquité et placent l'homme au centre de leurs réflexions. Toutefois, ces hommes conservent de fortes préoccupations religieuses. Certains d'entre eux en viennent à remettre en cause l'autorité du pape et à rompre avec l'Église catholique. La problématique du chapitre est la question suivante: comment les bouleversements intellectuels et religieux des XVe et XVIe siècles entraînent-ils un nouveau regard sur le monde et la place que l'homme y occupe? Le plan est composé de deux parties. Tout d'abord, une nouvelle vision de l'homme et de l'art, et ensuite, les réformes religieuses bouleversent l'Europe chrétienne au XVIe siècle. Voyons tout d'abord la première partie, une nouvelle vision de l'homme et de l'art. Petit 1, la redécouverte de l'Antiquité. La traduction de livres antiques. Au Moyen Âge, les textes antiques contenaient souvent des erreurs de traduction. À partir du XIVe siècle, des érudits, c'est-à-dire des personnes détenant un très grand savoir, veulent retrouver le sens premier des textes en les corrigeant. Grâce à leur connaissance des langues anciennes, ces individus, qu'on appelle humanistes, c'est-à-dire des spécialistes des langues et des cultures antiques telles que le latin et le grec, et qui placent l'être humain au centre de leurs préoccupations, ces humanistes retrouvent un savoir jugé supérieur à celui de la période médiévale. Ils traduisent les livres antiques et les commentent. Par exemple, vous avez ici le texte qui s'intitule Des progrès de la connaissance, où l'auteur, Pierre de la Ramée, invente un vieux docteur qui s'est éteint il y a 100 ans. Et il compare le souvenir, donc cet homme compare le souvenir de son temps avec celui de l'auteur Pierre de la Ramée. Et donc ce vieux docteur se rend compte que 100 ans plus tard, il peut étudier les textes des auteurs latins et grecs tels que Terence, César, Virgile, Cicéron, Aristote, Galien, Hippocrate et même auteurs chrétiens tels que Moïse, les prophètes, les apôtres, alors qu'à son époque, 100 ans plus tôt, il étudiait des auteurs du Moyen Âge de réputation et de renommée largement inférieure. Deuxième idée, une vision optimiste de l'homme. Les humanistes sont influencés par la culture grecque. C'est pourquoi ils ont une vision optimiste de l'homme qu'ils placent au centre de la création. Par conséquent, selon eux, l'homme peut s'améliorer grâce à une éducation ambitieuse. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'homme est désormais considéré comme étant capable de progrès non seulement dans la connaissance de Dieu, mais aussi de lui-même et du monde. Or, avant, l'homme cherchait surtout son salut dans la prière. Maintenant, il peut aussi rechercher son épanouissement dans le développement de ses capacités intellectuelles. Voyons l'exemple d'Érasme, le prince des humanistes. Vous avez ici donc une biographie succincte de cet auteur, donc humaniste et érudit hollandais. Vous avez un certain nombre de documents et vous devez répondre à des questions. Première question, identifier les principales activités d'Érasme. Ensuite, deuxième question, relever les façons dont les humanistes communiquent entre eux à travers toute l'Europe. Vous utilisez tout d'abord la carte numéro 1, ici, et ensuite un texte qui s'intitule Le père de l'humanisme. Enfin, question numéro 3, quelles raisons Érasme donne-t-il pour justifier son opposition à la guerre? La République des lettres. Les humanistes valorisent l'esprit critique, l'expérimentation et la tolérance, mais ils restent des catholiques convaincus.
il cherche aussi la protection et le soutien des princes. La République des lettres, comme l'indique la définition que vous avez sous les yeux, désigne le réseau des intellectuels qui s'écrivent et échangent leurs idées, des livres. Ils forment une élite peu nombreuse dont les idées se diffusent auprès des courtisans, c'est-à-dire ceux qui côtoient les princes et les rois, et auprès des riches marchands. Petit 2, l'imprimerie, une révolution technique et intellectuelle. Avant 1450, les livres étaient manuscrits. Comme vous le savez, ils étaient chers, fabriqués dans les abbayes par les moines copistes, longs à réaliser. À Mayence, en Allemagne, Johannes Gutenberg utilise les caractères métalliques pour imprimer des textes. Les livres peuvent désormais être produits rapidement, en grande quantité et à faible coût. Comme vous pouvez le voir sur cette représentation qui montre les différentes étapes pour réaliser un livre. Vous devez regarder sur le blog toujours la vidéo Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie, où toutes ces techniques et étapes sont détaillées. L'imprimerie est une révolution culturelle qui permet une diffusion très large des idées et du savoir. Elle se développe en Europe, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Point de départ, Mayence, le triangle noir que vous avez ici, et ensuite, à partir donc des triangles rouges pleins, avant la diffusion avant 1491, et de 1481 à 1500, la diffusion partout en Europe. Vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup de triangles dans les zones jaunes qui correspondent au foyer de diffusion de l'humanisme, donc l'Allemagne, mais aussi la Flandre, aux alentours de Londres, Paris, Lyon en France, beaucoup également au nord de l'Italie. Des entreprises familiales, artisanales, deviennent de véritables dynasties d'imprimeurs. Elles sont proches des humanistes et contribuent à diffuser leurs idées en publiant leurs écrits et en démocratisant leurs livres. Petit 3, des arts renouvelés. Dès le XVe siècle, des artistes s'intéressent à des sujets qui ne sont plus exclusivement religieux. Vous pouvez voir ici sur ce tableau qu'au Moyen-Âge, les peintures étaient surtout religieuses, l'art du portrait était assez peu répandu, les personnages représentés de profil étaient peu expressifs, peu réalistes, et les paysages représentés figés, sans respect des proportions. Vous avez un exemple ici à travers cette peinture qui s'intitule La Vierge à l'enfant avec Saint Nicolas et Sainte Catherine vers 1405. À la Renaissance, la peinture place l'individu au cœur de la réflexion artistique. Les hommes sont différents, autonomes, les thèmes beaucoup plus variés, pas seulement la religion. L'art du portrait se développe, l'art du nu aussi, avec un respect des proportions, un travail sur l'anatomie. Comme vous pouvez voir en arrière-plan, en fond, ici, vous avez la représentation de l'homme de Vitrude, de Léonard de Vinci, et puis un respect des proportions à travers la perspective. Exemple, le tableau de Raphaël qui s'intitule La Vierge à l'enfant avec le petit Saint Jean-Baptiste dit la belle jardinière, réalisé en 1507-1508, que l'on trouve au musée du Louvre. Et si on compare ces deux tableaux, celui du Moyen-Âge et celui de Raphaël, on voit bien les différences. La perspective, également à travers ce tableau Mariage de la Vierge de Raphaël, la réalisation de la perspective à travers les lignes de fuite que vous avez ici, qui toutes se retrouvent sur un point de fuite.
Je vous demande de regarder aussi sur le blog, dans le chapitre 4, les clés de la Renaissance, où vous aurez d'autres informations plus détaillées à travers des tableaux que nous n'avons pas encore étudiés. Les mécènes. De riches mécènes, à savoir des individus issus de familles aisées, protègent et financent les artistes par goût de l'art, mais aussi pour assurer leur prestige. C'est le cas de Laurent de Médicis, prince de Florence, qui va récompenser, aider et protéger beaucoup d'artistes. Les artistes sont donc de plus en plus considérés. Ils signent leurs œuvres et se représentent dans des autoportraits comme l'autoportrait d'Albrecht Dürer, réalisé ici en 1498 et que l'on peut voir au musée du Prado à Madrid. Ces artistes maîtrisent souvent plusieurs techniques, la peinture, la sculpture, l'architecture. Ils travaillent généralement dans des ateliers et certains sont particulièrement recherchés par les rois et les princes. Je vous demande de regarder également la vidéo sur Michel-Ange dont je vais parler juste après. À l'époque de la Renaissance, il existe plusieurs foyers en Europe. Vous avez évidemment l'Italie avec Florence, Bologne, Venise, Rome également un peu plus au sud. La Renaissance, la peinture de la Renaissance se développe également en Allemagne, aux alentours de Mayence, mais aussi vers Strasbourg jusqu'à Prague, évidemment en Flandre, du côté de Bruges et Anvers, et puis en France, Fontainebleau, la Loire, Chambord notamment. Voilà pour la diffusion de la Renaissance en Europe. Je vous demande de regarder aussi une vidéo sur Michel-Ange. Michel-Ange qui a réalisé les fresques, la peinture de la chapelle Sixtine. Michel-Ange, peintre italien de la Renaissance, reconnu et lui-même se reconnaissait d'abord en tant que sculpteur, qui à 14 ans est au service de Laurent de Médicis à Florence. Il va sculpter la Pietà qui le rend célèbre en 1499 pour un cardinal français à Rome. Entre 1508 et 1512, il peint le plafond de la chapelle Sixtine à Rome. Puis il va réaliser de nombreuses statues, notamment pour le tombeau du pape Jules II et les tombeaux des Médicis à Florence. Voici une photo du plafond de la chapelle Sixtine. Vous devez donc regarder sur le blog la vidéo Michel-Ange, la sculpture et la chapelle Sixtine. Grand 2, les réformes religieuses bouleversent l'Europe chrétienne au XVIe siècle. Tout d'abord, petit 1, les réformes protestantes. Tout au long du Moyen Âge, l'Église a connu de nombreuses réformes. La plus importante, que vous connaissez, puisque nous l'avons déjà étudiée, était la réforme grégorienne. Le pape Grégoire VII a cherché au XIe siècle à moraliser le clergé contre le nicolaïsme, le mariage des prêtres et certains même avaient des enfants, et la simonie, c'est-à-dire l'achat des fonctions religieuses. Mais le pape reste un chef d'État italien engagé dans la politique et les clercs sont souvent accusés de se préoccuper davantage de leur fortune que de leurs fidèles. La vente des indulgences est condamnée, c'est-à-dire le fait d'accorder le pardon des péchés en échange d'un don d'argent fait à l'Église. Les humanistes dénoncent les abus du clergé et veulent revenir au christianisme des origines, notamment au texte des évangiles,
si possible traduit dans les langues parlées par les peuples. La rupture de Martin Luther. Alors, vous allez réaliser un exercice sur Martin Luther. Le thème s'intitule 1517, Luther ouvre le champ des réformes. Vous avez une biographie succincte de Martin Luther, puis des questions auxquelles vous devez répondre à partir de documents. Document numéro 1, expliquer ce que sont les indulgences et pourquoi Luther s'y oppose. Question numéro 2, à partir du document 2, expliquer la place que Luther donne à la Bible. Question numéro 3, à partir du document 3 et 4, expliquer comment les idées de Luther se répandent dans le Saint-Empire. Pour répondre à ces questions, vous allez utiliser le questionnaire que je vous ai fourni. De nouvelles églises apparaissent. Alors, Luther donc, est ce moine qui remet en cause les pratiques néfastes, selon lui, du catholicisme. Donc en 1517, il a critiqué le pape, les indulgences, dans ses 95 thèses. Il est excommunié pour hérésie en 1520 et en 1530, dans sa confection d'Augsbourg, il présente les grands principes du luthéranisme, c'est-à-dire seule la foi permet de gagner le salut, il n'y a pas de clergé, la Bible est la seule autorité reconnue, et 2 sacrements seulement sont conservés, le baptême et l'Eucharistie, c'est-à-dire le sacrement qui contient réellement le corps et le sang du Christ sous les apparences du pain et du vin. La réforme luthérienne en entraîne d'autres. Jean Calvin, donc un étudiant en théologie et en droit, reprend les idées de Luther en France et en Suisse. Son protestantisme est plus exigeant avec un mode de vie austère. Il est chassé de France, il se réfugie à Genève, d'où il continue à développer ses idées. En Angleterre, le roi Henri VIII s'oppose au pape qui lui refuse le divorce avec Catherine d'Aragon pour épouser Anne Boleyn. Henri VIII décide alors de se séparer de Rome et il fonde une nouvelle église protestante dont il prend la tête, l'anglicanisme. Dans ce tableau, vous avez donc les différences entre les 4 religions chrétiennes, en tout cas la religion catholique et les 3 religions protestantes, les luthériens, les calvinistes et les anglicans. Pour les catholiques, la vérité se trouve dans la Bible interprétée par le clergé. Pour les protestants, la vérité se trouve uniquement dans la Bible. Le salut pour les catholiques est acquis par les œuvres et la médiation de l'Église. Pour les luthériens, les calvinistes et les anglicans, le salut est acquis par la prédestination. Vous avez la définition au-dessus du tableau, c'est-à-dire la doctrine qui affirme que Dieu décide du sort de chaque homme, le paradis ou l'enfer, sans lien avec les actes réalisés dans sa vie. Les catholiques ont 7 sacrements, alors que les protestants n'en ont que 2, le baptême et l'Eucharistie. Pour les catholiques, il y a une distinction entre les clercs et les laïcs, et la hiérarchie ecclésiastique est respectée, c'est-à-dire la présence d'un clergé. Pas de clergé pour les luthériens et les calvinistes, mais il y a un pasteur qui peut être marié, avoir des enfants qui administrent le culte, et il y a une hiérarchie ecclésiastique pour les anglicans, avec maintien des évêques et des prêtres, mais c'est le roi d'Angleterre qui nomme les évêques. Enfin, la cérémonie à l'église est fastueuse pour les catholiques et se fait en latin, une cérémonie toute simple en langue nationale pour les luthériens et les calvinistes, et une cérémonie fastueuse, mais en langue nationale, pour les anglicans. Petit 2, la contre-réforme catholique. Le Concile de Trente. Les critiques des protestants poussent l'Église catholique à se réformer, à réagir. Entre 1545 et 1563,
le pape réunit dans la ville italienne de Trente un concile afin de réfléchir à la contre-réforme. Vous avez ici le texte, une partie du texte du concile de Trente, et à partir de celui-ci, vous devez répondre à la question « Quel principe réaffirme ce concile ?» Mais ce concile arrive trop tard. L'Europe est déjà divisée entre protestants et catholiques. En effet, vers 1560, 40% des Européens sont protestants. L'intolérance religieuse entraîne les guerres de religion dans le Saint-Empire et en France. Voilà, le chapitre est terminé.